On s'intéresse aujourd'hui aux transformations. Il existe deux types de transformations, les transformations physiques et les transformations chimiques. Les transformations physiques sont liées à un changement d'état. On passe par exemple de l'état solide à l'état liquide. Alors que les transformations chimiques entraînent la création de nouvelles espèces chimiques. Prenons l'exemple de la combustion du méthane. Le méthane est un gaz à température ordinaire que l'on trouve par exemple dans les briquets. Si l'on réalise sa combustion, il va réagir avec le dioxygène de l'air. Et si l'on place un tube à essai au-dessus de la flamme lorsqu'on réalise sa combustion, on s'aperçoit qu'il se forme des gouttelettes d'eau. Si l'on ajoute de plus de l'eau chaude dans le tube à essai, on s'aperçoit qu'elle se trouble. On a donc affaire à une transformation chimique, puisque l'on a formé à la fois de l'eau et du dioxyde de carbone, ce qu'a prouvé l'eau chaude. Toute transformation physique ou chimique peut être exothermique. Ça veut dire qu'elle va dégager de la chaleur. Une transformation peut être endothermique. Elle va consommer de la chaleur qui est présente dans le milieu qui l'entoure. Donc elle va entraîner une diminution de sa température. Elle peut être athermique. Elle ne va ni consommer ni dégager de la chaleur. Dans notre exemple, la combustion est une transformation exothermique puisqu'elle dégage de la chaleur. Lors d'une transformation chimique, on classe les espèces chimiques en deux catégories. Il y a les réactifs, qui sont des espèces chimiques dont la quantité de matière diminue au cours de la réaction. Ce sont les espèces chimiques qui réagissent. Et on a les produits, c'est ce qu'on produit au cours de la réaction, et donc leur quantité de matière augmente. Nous, dans l'exemple qu'on étudie, la combustion du méthane, on a deux réactifs, le méthane et le dioxygène. Parmi ces réactifs, il y a un réactif limitant. C'est lui qui va entraîner la fin de la réaction, puisqu'il sera totalement consommé. Dans notre exemple, si on laisse le briquet brûler pendant longtemps, la réaction va s'arrêter puisqu'il n'y aura plus de gaz dans le briquet. Il n'y a plus de méthane. C'est donc le réactif limitant. Le modèle moléculaire du méthane est constitué d'une boule noire centrale et de 4 boules blanches qui l'entourent. Sa formule brute est donc CH4. C pour la sphère noire, c'est un atome de carbone, et les 4 boules blanches représentent 4 atomes d'hydrogène. Pour le dioxygène, on a deux sphères rouges, donc sa formule chimique, sa formule brute est O2. Pour les produits, ce sont les espèces chimiques qui sont produits lors de la réaction. On a du dioxyde de carbone et de l'eau. D'après le modèle moléculaire du dioxyde de carbone, on en déduit sa formule brute, CO2. On fait de même pour l'eau, on obtient H2O. Nous pouvons résumer de la façon suivante la transformation à laquelle nous nous intéressons. Nous avons du méthane qui réagit avec du dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. En regardant les modèles moléculaires, on s'aperçoit qu'en fait, lors de la transformation, ce sont les atomes qui se recombinent de façon différente pour former de nouvelles espèces chimiques. Par contre, si nous regardons de plus près, nous nous apercevons qu'il y a un souci. Avant la réaction, au niveau des réactifs, nous comptons 4 sphères blanches. Au niveau du méthane, nous avons donc 4 atomes d'hydrogène. Par contre, après la réaction, au niveau des réactifs, nous n'en avons plus que 2 au niveau de l'eau. Or, vous savez que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous n'avons pas pu supprimer 2 atomes d'hydrogène lors de la réaction. Ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas formé qu'une molécule d'eau comme nous l'avons écrit, mais nous en avons formé 2. Nous retrouvons bien alors nos 4 atomes d'hydrogène avant et après la réaction. Si nous comptons les sphères noires et donc les atomes de carbone avant la réaction, nous voyons qu'il n'y en a qu'un au niveau du méthane. Après la réaction, nous en retrouvons un au niveau du dioxyde de carbone. Donc c'est correct. Par contre, si nous regardons les sphères rouges et donc les atomes d'oxygène, nous voyons qu'il y en a 2 au niveau du dioxygène, au niveau des réactifs, donc avant la réaction. Par contre, après la réaction, nous en avons 2 au niveau du dioxyde de carbone et 2 pour les molécules d'eau. Nous avons donc 4 atomes d'oxygène après la réaction, alors que nous n'en avions que 2 au départ. C'est pas possible. Ça veut donc dire que nous avions 2 molécules de dioxygène et non qu'une comme indiqué. Et là, nous retrouvons bien 4 atomes d'oxygène avant et après la réaction. Nous allons maintenant écrire l'équation de la réaction. Il s'agit de son écriture symbolique. Pour cela, nous transformons les modèles moléculaires par leur formule brute.
Nous devons indiquer qu'il y a 2 molécules de dioxygène et non qu'une. Pour cela, nous mettons un 2 devant la formule brute O2. Nous faisons de même pour l'eau, nous mettons un 2 devant H2O. Ces chiffres que nous venons de rajouter sont appelés les coefficients stoichiométriques. Pour résumer, donc pour écrire l'équation d'une transformation chimique, il faut écrire les formules brutes des réactifs. Ensuite, on ajoute une flèche qui indique le sens de la transformation. Nous mettons ensuite les formules brutes des produits. Nous mettons des signes plus entre les réactifs et les produits, et nous ajoutons les coefficients stoichiométriques qui sont ici en bleu. Devant CH4 et CO2, il n'y a rien écrit, ça veut donc dire qu'il y a le chiffre 1. Il faut également ajouter, pour que l'équation soit correcte, les états physiques des réactifs et des produits. Ici, vous voyez G au niveau de CH4, au niveau d'O2 et de CO2. Ça veut dire que ces produits et ces réactifs étaient sous forme gazeuse. Nous avons mis un L derrière H2O pour indiquer que nous avons formé de l'eau à l'état liquide. Nous pourrions également rencontrer S pour solide et AQ pour aqueux. Équilibrer une équation consiste à choisir et à placer les coefficients stoichiométriques devant les formules brutes des réactifs et des produits. Nous allons voir maintenant comment choisir plus précisément ces coefficients stoichiométriques. Il faut d'abord respecter la conservation des éléments chimiques. Si nous prenons l'exemple suivant, nous avons du fer qui réagit avec du dioxygène pour former un oxyde de fer Fe3O4 solide. Comptons les atomes d'oxygène au niveau des produits. Nous en avons 4. Par contre, si nous regardons au niveau des réactifs, nous en avons que 2 au niveau de O2. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous ne pouvons pas avoir 2 atomes d'oxygène avant la réaction et 2 après. Cela signifie donc qu'en fait, nous n'avons pas une molécule d'eau comme c'est écrit ici, mais nous avons 2 molécules d'eau, O2 plus O2. Et nous retrouvons bien donc nos 4 atomes d'oxygène avant la transformation. C'est pourquoi il y a un 2 devant O2. Faisons la même chose avec le fer. Après la transformation, au niveau des produits, nous en avons 3. Au niveau des réactifs, tel que c'est écrit, nous en avons qu'un. C'est impossible. Cela signifie donc que nous en avions plus que ce que nous avons écrit. En fait, nous avons 3 atomes de fer, Fe plus Fe plus Fe avant la réaction. Et là, nous respectons bien la conservation des éléments chimiques. 3 atomes de fer avant et après la transformation. Il faut également respecter la conservation des charges. Travaillons sur l'exemple suivant. Nous avons de l'oxygéné qui réagit avec des ions iodure et des ions hydrogène H+, pour former du diode, I2, plus de l'eau, H2O. Faisons comme précédemment. Travaillons d'abord sur les éléments chimiques. Nous allons d'abord compter l'oxygène. Le diode. Nous en avons 2 après la flèche. Nous devons donc en avoir 2 avant la flèche, avant la transformation chimique. Or, si nous regardons, nous en avons qu'un dans I-. Cela signifie donc que nous en avions plus que ce que nous avions écrit. Nous en avions 2. Faisons de même avec les atomes d'oxygène. Nous en avons 1 après la transformation dans H2O. Or, avant la flèche, nous en avons 2 dans H2O. Cela signifie donc que nous avons formé plus d'eau que ce que nous avions écrit précédemment. Nous avons formé 2 molécules d'eau. Et là, nous retrouvons bien nos 2 atomes d'oxygène. Faisons la même chose avec l'hydrogène. Nous avons, au niveau des produits, 2 molécules d'eau, H2O plus H2O. Dans chaque molécule d'eau, nous avons 2 atomes d'hydrogène, donc nous avons 2 fois 2, 4H. Au niveau des réactifs, nous avons 2 atomes d'hydrogène dans H2O et 1 atome d'hydrogène dans H+. Nous en avons donc 3. Nous ne respectons pas la conservation des éléments chimiques puisque nous n'avons que 3H avant la flèche et 4 après. Il faut donc avoir 4 atomes d'hydrogène avant la flèche, c'est pourquoi nous mettons un 2 devant H+. Nous avons donc maintenant 2 plus 2, 4 atomes d'hydrogène avant et après la flèche.
Vérifions maintenant que nous respectons bien les charges. Après la flèche, après la transformation chimique, nous avons des composés qui ne sont pas chargés. Nous n'avons donc pas de charge électrique. Avant la flèche, nous ne devons donc pas en avoir non plus. Nous voyons que nous avons des composés chargés, donc nous en déduisons que nous devons avoir autant de charges positives que négatives. Nous avons des charges négatives dans I-, une dans I-, mais nous avons deux ions iodures, donc nous avons deux charges négatives. Nous avons une charge positive dans H+, mais nous avions deux ions H+, donc nous avons deux charges positives. Les deux charges positives compensent les deux charges négatives. Nous avons donc quelque chose de neutre avant la flèche et quelque chose de neutre après la flèche. Nous conservons donc bien les charges électriques.